Salut tout le monde, c'est Gigi. À la base, cette rubrique, qui est très subjective, était censée être dans la trilogie, le dernier volet de la trilogie des PNJ. Puis c'est devenu une quadrilogie, de nouveaux thèmes se sont ajoutés, et celle-là fait office de bonus. Je vais parler des personnages que j'ai aimé interpréter, ou que j'ai aimé créer, ou que j'ai créé, et pourquoi eux, je parle d'eux en particulier, et ce qui m'a attiré, et leur contexte dans l'univers que je vais faire jouer. Alors, petite information, je suis en train de créer un univers de JDR pour bien sûr, si les dieux le veulent, le sortir dans quelques années et qui s'appelle Soulstride Universe. J'étais censé parler pour lui un an de la chaîne, sauf que j'ai dépassé un an de la chaîne depuis un moment, donc j'en parlerai tôt ou tard. Mais je vais survoler certains aspects de mon univers parce que c'est très long d'assimiler certains concepts de mon univers. Donc je vais essayer de condenser et vous donner seulement ce que vous pouvez comprendre. Peut-être que par la suite, puis c'est dans quelques dans un semestre plus tard, peut-être un an plus tard, je présenterai cette rubrique à nouveau, mais avec les éléments qui manquent. Mais en attendant, on va parler des personnages que j'ai appréciés, interprétés ou que j'apprécie et pourquoi. Dans les autres parties, on va parler de ce que mes joueurs ont apprécié comme personnage. Et pourquoi, bien sûr, on va éviter les doublons et c'est surtout les avis les plus pertinents. Il y en a qui ne l'étaient pas. Donc c'est parti, on va parler du premier personnage. Godfred. Donc Godfred, c'est un personnage qui est issu de l'âge d'or, donc je nomme toujours mes campagnes, mes campagnes ont toujours un nom, un peu comme un arc narratif dans les comics ou bien un gros arc dans les mangas, c'est à peu près le même principe. Et il est issu de l'âge d'or, donc une des plus grosses campagnes qu'on a fait. La campagne a duré 2 ans et demi, je crois. Ouais, c'est ça, 2 ans et demi. Et du coup, Godfred, c'est l'archétype de l'écuyer qui veut devenir chevalier et qui est dans l'ombre de ses ancêtres plus glorieux. Il a décidé de rentrer dans une guilde qui est connue, très connue, mais où il faisait office de sac de sable. Mais il disait qu'il valait mieux être une personne au sac de sable dans une guilde très connue plutôt que d'être un aventurier seul qui n'arrive pas à se démarquer. À ce moment-là, on y monte, ça révèle déjà une certaine froideur logique, mais aussi une certaine forme de faiblesse de sa part, un problème d'estime de soi. Vient le moment où une des personnes avec lesquelles il s'est le mieux entendu dans sa guilde, Vice, qui décide un jour de quitter la guilde parce que après avoir discuté avec les PJ, elle a voulu rejoindre le groupe, même si ce n'était pas au point de former une guilde, mais ils étaient un groupe d'aventuriers intéressant pour elle. Seulement voilà, ça ne s'est pas fait sans bagarre. Et ce qui s'est passé, c'est que Godfred a pris la défense de Vice, comme ça ce qu'elle s'appelait, nom qui va revenir assez souvent et assez vite. Et de ce fait, il y a un truc qui s'est réveillé chez Godfred. Peut-être c'était des émotions extrêmement enfouies, peut-être sa vraie personnalité, mais ou tout simplement il a deux personnalités, personne n'a jamais su. Mais en tout cas, sa partie froide, logique et qui ne laissait pas place aux émotions a fait exploser ses émotions et l'a rendu extrêmement vindicatif, devrais-je dire. Oui, c'est ça, vindicatif et extrêmement puissant physiquement. Il a déboîté tous les gens qui empêchaient Vice de quitter la guilde, euh, puisque chez eux, ce qui faisait euh, poids dans cette guilde, c'était la force. Il l'a clairement montré et il ne savait pas trop où aller, donc Vice l'a ramené avec lui. Alors Godfred, c'est un personnage que j'ai, comme je l'ai dit, qui est froid, pas calculateur, mais qui ne comprend pas, qui ne laisse pas place aux sentiments. Il n'y a pas véritablement de raison à ça. Peut-être qu'il ne s'était pas éveillé à certains sentiments. Une chose est sûre, c'est qu'il y a deux Godfrey. Tout le monde se souvient de deux Godfrey. Il y a le Godfrey avant l'arc des Doms, et il y a le Godfrey après l'arc des Doms. Avant l'arc des Doms, c'était quelqu'un de froid et qui laissait peu de place aux sentiments et qui parfois tapait sur les nerfs de certains membres de la guilde.
même si les membres de la guilde, plutôt les aventuriers, PJ, euh, ils les faisaient chier doucement, n'empêche qu'ils l'ont accepté tel qu'il était. Et après, il s'est passé l'événement qu'on appelle l'arc des Doms, ou l'arc anti-Doms. Les Doms, c'est une race que j'ai créée dans Swinson, qui est spirituelle, donc qui ont des âmes tangibles, et qui sont une des races les plus puissantes, des races les plus puissantes de la planète. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui ont commencé à avoir peur de cette race et ont créé une affliction qui touchait tous les Doms. Sauf que Godfred, c'est pas un Doms, en tout cas pas entièrement. Son arrière-grand-père paternel est un Doms et il ne pensait pas être touché. Donc il a suivi les aventuriers pendant un petit moment, jusqu'au moment où il se rend compte qu'il se fait toucher aussi par cette affliction qui touche la planète. À ce moment-là, il y a eu une espèce de grand combat pour pouvoir le sauver, sauf qu'au moment où on l'a sauvé, sa translation et sa modification étaient tellement prononcées qu'il a évolué en avatar de la matière justement qui touchait les Toms et qui finalement les tuait à petit feu puisqu'ils sont aussi à moitié magiques. Donc du coup ce mal s'appelle le mal du cuivre parce que dans mon univers, le cuivre dévie la magie. Voilà. À ce moment-là, il a un nouveau corps, enfin un nouveau corps non, il a été très très peu modifié, ses cheveux peut-être sont devenus cuivrés et son regard acéré, mais sinon il n'y avait pas trop de changements marquants, sauf que il pouvait créer des sorts, chose que les avatars du cuivre, peu importe l'origine, ont du mal à faire ou ne peuvent pas faire tout simplement. Et lui, il pouvait, même si c'était pas un mage, et aucune magie ne le touchait. Et c'était très marrant pendant les premières parties où il découvrait ses pouvoirs. Puis, il y a eu un bond de 2 ans et demi qui a finalement présenté un autre Godfred. Godfred, euh, c'était presque un ado en fait. Donc 2 ans et demi après, il est devenu un adulte et il était devenu une des personnes les plus grandes de la guilde. Donc il n'était pas le gars au niveau de la taille qui était si grand que ça. La personne la plus grande de la guilde, il la dépassait d'une tête. Son design a changé. Il est un petit peu dans l'archétype du chevalier écuyer, donc il était en armure avec une épée. Et il a laissé tomber ça pour des habits un peu plus simples et avec une hache euh, qui fait beaucoup penser au Sio d'ailleurs au niveau de son design et de sa chevelure. Il est passé de quelqu'un qui était difficilement supportable avec son extrême logique à quelqu'un qui est devenu aimable et qui tenait beaucoup à ses amis. Ce changement s'est fait parce que il a été épaulé par certains membres de la guilde, je parle surtout des PJ, et surtout il s'est éveillé à certains sentiments. C'est un personnage qui était pas si intéressant que ça, et je pense que si j'en parle à mes joueurs, ils vont dire oui, mais tous les personnages à présenter, pourquoi celui-là? C'est parce que c'est un personnage qui finalement qui était immature dans une certaine forme et que les PJ ont réussi à le faire évoluer, mais ils ne se rendent pas compte à quelle ampleur ils l'ont fait évoluer. C'était par des petits gestes, pas en lui disant ouais mais tu réfléchis trop avec de la logique, va te faire foutre. C'était vraiment, ils prenaient le temps de discuter, de lui expliquer l'angle de vue qu'ils ont et la comparaison entre l'application de leur angle de vue et le sien, qui souvent était pertinent, mais qui était inapproprié au niveau des sentiments, ce genre de choses-là. Euh, et aussi, il a fait partie une trinité qui est tombée complètement au hasard dans mon univers, puisque euh, un de mes PJ, dont le nom de code, parce que je ne dois pas donner leur vrai prénom, on va l'appeler Gustave, puisque c'est comme ça que j'ai décidé de le noter. Donc Gustave, il avait, à cause d'un accident très tôt au début de l'aventure, donc bien avant Godfred, a eu une malédiction et il s'est transformé indirectement en avatar de l'ombre, mais pas totalement au début, et voire même il n'était pas reconnu, c'est-à-dire qu'il avait des capacités d'avatar de l'ombre, mais il ne maîtrisait pas, il a fait tout autant un peu jusqu'à la fin pour être reconnu comme un avatar de l'ombre. Lui, c'était le cuivre, et Kairis, la prochaine personne dont je vais parler, c'était l'avatar de l'argent au début, puis le mithril.
parce que dans mon univers, l'argent, le mithril, c'est une version renforcée, ou plutôt une mutation de l'argent, une mutation d'altération magique de l'argent. Voilà. Ben, on a parlé du premier personnage, donc je vais parler du deuxième, évidemment. Hein, voilà. Kairis. Donc, Kairis, donc c'est un personnage qui faisait partie des néo-humains métissés avec une race évoluée de chiens. Voilà. Et c'est un personnage, honnêtement, c'est peut-être la personne qui s'en est pris le plus dans la gueule en tant que PNJ, qui a subi les plus grosses claques au sein de la guilde, mais qui pour autant, c'est quelqu'un que tout le monde appréciait. Donc, fils de serrurier, il a vécu dans le royaume de Rivolen, un royaume qui était chaotique. C'était une cité-état marchande complètement corrompue. Et sa mère était décédée à la naissance. Et du coup, il est le fils unique du père qui est serrurier, c'est le serrurier. Sur la planète, c'est le serrurier ultime. Et lui, il a un petit peu hérité de ça, mais il a surtout hérité de la joie de vivre de sa mère, hein, parce que son père, c'est quand même le coup du forgeron qui n'est pas ronchon et qui ne dit rien. Et c'est quelqu'un qui avait la tchatch, il discutait bien avec les gens, il s'entendait avec les filles comme avec les garçons. Même un ennemi ne le percevait pas nécessairement comme un mal absolu ou un obstacle. Et pourtant, c'est arrivé que certaines personnes ont fini par l'agresser, le frapper, même le capturer. Une mission, et c'est une mission dont je me souviendrai toujours parce que c'est la première fois que mes joueurs ont été témoins de la mort de PNJ. Alors certains avaient déjà commencé le JDR autre part, mais c'est la première fois qu'ils étaient marqués par la mort de PNJ et qu'ils ont eu l'impression que ça avait un sens. Voilà. Et la sensation d'échec, donc plutôt de la réussite nuancée, ils l'ont senti à ce moment-là. Donc c'était un moment où il fallait le sauver. Il y a un des joueurs, il est complètement parti en couille dans une autre direction parce qu'il y avait beaucoup trop d'ennemis qui le poursuivaient. L'autre y est allé. euh, donc il est allé, il a sauvé, il est allé sauver Kairis. Kairis était dans un mauvais état. Donc au moment final, le ravisseur a voulu tuer le personnage qui était une fille, le personnage de mes joueurs, qui finalement, Kairi s'est interposé, il s'est pris un coup de lame dans le dos, un coup de lame dans le dos qui l'a affaibli et qui l'a mis dans un état critique. Puis ensuite s'est rajouté la chose qui n'était pas prévue, c'est-à-dire que les ravisseurs étaient comment dire ça, des renégats extraterrestres et les membres de leur peuple étaient venus détruire la zone. Donc ils sont sortis dans une frénésie assez, on va dire, assez inattendue. Mais ce n'était pas fini, parce qu'ils n'étaient pas venus seuls. Ils avaient rassemblé des camarades de circonstance. Tous les joueurs n'étaient pas rassemblés. Je n'avais que la moitié de la table à ce moment-là. Donc ils ont dit, je vais demander de l'aide à certaines personnes. Même les vétérans ont galéré. Il y avait une créature berserker carrément intuable. Et d'ailleurs, je me rappelle parce que c'est un reproche qu'on m'avait fait deux parties avant. On m'a dit, ouais, mais les filles, c'est pas que ce sont les demoiselles en détresse, mais oui, j'ai l'impression que elles ont du mal, elles galèrent à vaincre un ennemi ou ce genre de choses-là. Chose qui s'est révélée être archi faux, parce que finalement, les filles, elles se sont mieux débrouillées que les gars. Il y a un des personnages qui il s'est fait trouver le bide par le berserker, il est mort sur le coup. Il y a un autre personnage qui avait un pas cybernétique qui se l'est fait arracher. Euh, et du coup, ils ont fini par faire un combat contre ce berserker. Et c'est vraiment les filles qui se sont distinguées à la fin. Le nom de mes joueurs interprétait une fille, donc il est pris en compte dedans. Ils ont décapité le gars a voulu les écraser alors qu'il était décapité. Il était vraiment acharné. Donc à ce moment-là, l'autre joueur qui était parti à l'autre bout, ben, il se rend compte qu'il a tout raté, qu'il a été sauvé, mais il est dans un état critique. Il y a un vaisseau qui vient les récupérer. Il y a un gars qui est mort sur le coup.
Il y a un personnage qui est mentionné cool. Ce qui est drôle, c'est que ce personnage est censé apparaître dans le manga que j'ai pris, dans le même univers, mais il est mort, donc c'était drôle, je trouve. Et il y avait un personnage qui était dans un état critique, et il est mort sur la table d'opération. Et donc du coup, j'ai fait vraiment le truc, j'ai mis la musique, les funérailles, tout ça. Et à ce moment-là, ben, Kairis lui-même, qui était tombé dans le coma pendant un petit moment, il est sorti un mois plus tard de l'hôpital, mais il était vraiment marqué, non seulement les joueurs étaient très marqués par la mort de ces personnages, de ces alliés de circonstance, mais Kairis l'était tout autant parce qu'il fallait lui parler de ça. Et à ce moment-là, les joueurs se sont rendus compte de quelque chose. Kairis est ressorti de il est ressorti de cette atmosphère, de cette ambiance, et surtout de ce piège où il était, avec une capacité que lui-même ne comprend pas. C'était peut-être un accident, peut-être pas, mais on lui a fait quelque chose. Et du coup, ce qui se passe, c'est que il peut projeter son esprit. Donc, il retire son esprit de son corps, il se déplace. Et en fait, en se déplaçant, une fois qu'il a fini le déplacement, son corps se téléporte directement là où son esprit est. Et il a développé ça là. Alors, pourquoi Kairi, je l'aime bien? Alors, déjà, l'origine du nom, c'est pas en référence à Terminator, c'est vraiment deux noms, en fait deux dénominations. Kai en japonais ça veut dire modifié, et oui c'est plutôt dans le sens rise, donc l'élévation. Donc c'est quelqu'un qui est quand même très très différent et qui était amené à devenir grand, comme disait son père. Et c'est exactement ce qui s'est passé, devenu avatar de l'argent par la suite, par le biais de rituels et d'une altération au contact de quelque chose, il a fini par justement être un des piliers de la guilde où il était, mais pour autant, il se faisait rosser la gueule comme la dernière des crevures, notamment quand il s'était fait prendre en embuscade par le marionnettiste, un antagoniste dont je vais parler dans les vidéos ultérieures, et qui finalement finissait la plupart du temps en PLS. Après la période de 2 ans et demi, je ne me rappelle pas une seule fois où il a pris un mauvais coup, où il a pris un coup tout coup. Donc il était devenu extrêmement balèze. Donc pourquoi j'ai aimé interpréter ce personnage-là? Ben, jouer un personnage qui est sympa. En fait, chacun a sa personnalité et a sa façon d'interpréter un personnage. Mais c'est difficile d'interpréter quelque chose que l'on n'est pas ou qu'on ne perçoit pas être comme ça. Donc jouer un personnage qui est apprécié de tout le monde, qui aime tout le monde, qui a toujours le mot pour rire, qui est toujours là, un petit peu au début à draguer sans le vouloir, ou ce genre de choses, c'est pas de variation chez lui finalement. Les émotions, c'est peut-être très intéressant à jouer. Donc pour moi, Kelly, c'est un pilier et je considérais qu'il était intéressant d'en parler. Voilà. Ensuite, il y a eu Vice. Alors, Vice, c'est le personnage que tout le monde va dire. Si mes joueurs, je leur disais quel personnage qui vous a le plus marqué, et c'est exactement l'exercice que je leur ai demandé pour faire cette vidéo, tout le monde répondait Vice. Voilà. Donc, Vice, c'était un personnage de l'ancienne guilde. Dans cette guilde, c'est un personnage de l'ancienne guilde où était Godfred, et c'est elle qui a aussi aidé à Godfred un petit peu à briser sa coquille, puis par la suite à quitter la guilde avec lui, même si bon, il a quand même été Vice à partir. Ce personnage-là, il y a tellement de choses à dire sur elle que je ne saurais pas par quoi commencer. J'ai dit qu'Ailise a tout pour lui. Vice a tout pour elle également. C'est un personnage qui a touché les joueurs, mais sur plein de façons différentes. Personnage qui était pas facile à jouer. Il y a un concept au Japon qu'on appelle la femme parfaite, Nadeshiko. Et Vice, je voulais faire cet archétype-là. Et euh, qu'est-ce que la femme parfaite? Des gens disent oui, il y a plusieurs types de visions de la femme parfaite. Des gens diront c'est sexy, des gens diront la femme objet. D'autres personnes vous diront la femme forte. Et voilà. Et finalement,
la définition de la femme parfaite, très clairement, je vais pas en parler maintenant parce que voilà, c'est pas le sujet, j'ai pas trop envie de parler de ça ici. Voilà, au cas où des personnes qui me connaissent viennent m'aborder là-dessus. Mais voilà, j'ai essayé de tenir ce rôle et ce rôle était intéressant. Elle n'avait pas d'archétype à proprement parler, tout comme Kairis, hein, il se battait comme il pouvait, il se la plupart du temps à main nue. Mais elle avait une façon de se battre assez spéciale, c'est qu'elle avait un plastron et le plastron était très très lourd et elle pouvait enlever une moitié de l'avant du plastron pour faire un bouclier. Et il y a une espèce de running gag autour d'elle qui est assez drôle malgré le fait qu'elle soit forte, intelligente, belle, sensible. Voilà, on joue de la flûte et patati et patata. C'est qu'il y avait un running gag qui tournait autour d'elle, c'est que à chaque fois qu'elle côtoyait des PJ, son armure se faisait détruire. Mais heureusement, on n'est pas dans mon univers, on n'est pas dans un univers où les meufs se battent en string de maille. Mais n'empêche que c'est chaud quand même quand tu vois qu'une bonne partie de ton équipement vole en éclats. La fois où ça a été le plus marquant, c'est un de mes joueurs. Euh, il s'était mis dans une difficulté pas possible et il y avait une gifle gigantesque qui avait absorbé un objet enchanté d'un joueur de circonstance en plus qui a rendu la guise surpuissante. Elle était sur le point de balancer un faisceau de mana pur, mais le faisceau était large, extrêmement large. Et elle, elle avait deux choix. Soit courir vers la petite fille qui était hors de danger, mais dont le sol était traître, soit sauver le joueur qui a fait de la merde, qui est tombé par terre, qui a trébuché, a tiré l'attention de l'ennemi et qui se prenait le faisceau en pleine face. Elle n'a pas hésité. Elle a sorti, clac, déployé le bouclier, elle a mis toute sa magie dedans. Le jet était très très difficile, c'était 1 à 5 sur 100. Dans ce débit, elle a fait 4. Et du coup, après cette réussite critique, elle s'est pris le faisceau, le bouclier a complètement. Voilà, ça a fait une Moïse, hein, ça a séparé le faisceau en deux. Et même si elle a fini par survivre à l'assaut et que par la suite elle a eu quelques problèmes avec sa magie, son armure s'est fait détruire. Et après ce petit passage, c'était pas la seule fois que son armure se cassait à cause des joueurs, à ce moment-là, il disait non, mais ça va, à un moment je vais arrêter de traîner avec vous, vous faites chier. Mais elle avait fini par la suite par rejoindre les PJ. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là où elle a été convaincue qu'elle devait rester avec les PJ. Parce que c'était des bras cassés et c'était des mauvais. À la base, c'était ça. Puis elle s'est distinguée en étant la chef du groupe, puis la chef de la guilde, puisqu'elle devenait la membre fondatrice de la guilde. Alors les joueurs étaient d'accord pour fonder leur propre guilde, mais ils ne voulaient pas être les leaders. Voilà. Et c'est elle qui est devenue le leader, donc elle gérait avec une main de maître. Elle a géré la première génération d'aventuriers, la deuxième qui a suivi par la suite, et surtout, même si elle a séparé son travail en plusieurs tâches, euh, elle a fini justement par essayer de trouver un équilibre dans sa vie. Et elle a tout géré de A à Z. D'ailleurs, au passage, quand la fameuse armure plastron qui se déployait, qui se transformait à moitié en bouclier, elle a arrêté d'utiliser ça puisqu'à chaque fois l'armure se faisait péter. Donc elle a dit j'anticipe, je me bats avec deux sceptres et puis fichez-moi la paix. Voilà. Donc c'est un personnage dont je voudrais tellement en parler, mais finalement je ne peux pas, il n'y a pas assez de temps pour ça. Et finalement, elle s'est révélée être une personne aussi pleine de surprises historiquement, parce que j'ai raconté à mes joueurs la jeunesse de l'univers, l'évolution, l'histoire du monde, et quand ils ont compris la stature du personnage, euh, à ce moment-là, pas tout faisait sens, mais on se rend compte que ça ne changeait rien du tout à ce qu'elle est, mais comment elle avait une présence unique. D'ailleurs, elle est devenue un des crushs de mes joueurs, et c'est là où je suis chiant, parce que j'ai été dans une classe, j'ai souvent été dans une classe avec pas mal de filles, et disons que je comprends assez bien les filles pour les simuler au point que ça soit pas caricatural ou sexiste.
Donc, à la moindre variation, au moindre truc pourri de la part des joueurs, ou le moment Sims 3, comme j'appelle ça, c'est le moment où, en fait, pour le défaut des Sims 3, c'est le jeu vidéo, je parle, c'est on ne peut aller que dans une direction. Il n'y a pas de variation possible. C'est à la fin, quand vous mariez un Sims à un autre, il est ami, ami intime, marié, amoureux, patati patata. Bah là, c'était pareil. Et un de mes joueurs, le joueur qui était en proche sur elle, il a cru que c'était ça. En tout cas, il laissait l'impression que c'était ça. Et il s'en est pris plein la gueule. D'où le fait que justement Vice a elle-même inspiré la quatrième vidéo de la quadrilogie. Voilà. Ensuite, il y a un dernier personnage dont je voudrais parler, mais c'est un personnage qui est pas resté longtemps. Il faisait partie de la deuxième vague d'aventuriers, celle qu'on n'a pas trop vue, mais qui se sont quand même distingués. Le personnage s'appelle Darius, c'est un néo-humain. C'est un néo-humain. Le néo-humain en question avait la peau bleue, qui était extrêmement résistant. C'est-à-dire que c'est une race de gars qui sont pas des colosses, mais ce sont des gars bien baraqués. Et quand la guilde s'est fait attaquer par l'insecte de la faux d'argent, il s'est fait complètement. On a attaché une faux sur le plafond et on l'a mis au-dessus de la faux et on a arraché la moitié de son corps en deux. Et il a été exécuté et massacré pour ça parce qu'il a aidé les jeunes aventuriers et aussi les jeunes personnes qui étaient en cours en phase finale de l'académie pour pouvoir rejoindre les aventuriers, il les a aidés à s'enfuir. À ce moment-là, je ne vais pas parler de ce qui s'est passé par la suite parce que vous le devinez, vous avez une personne qui est passive, passive comme, passive comme vous voyez si vous êtes un campagnard, la vache qui est au bord du chemin, mais qui ne pense pas à vous donner un coup de tête. Vous voyez un petit peu le truc? Et qui est paisible, mais qui est quand même bienveillant envers les nouveaux, parce que lui aussi a été nouveau, et surtout qu'il était dans un nouveau pays, et c'était pas facile, et il a côtoyé des tas de personnes. C'était quelqu'un qui était un petit peu comme un feu de cheminée, ce qui est étrange parce que cette race symbolise parfois la glace ou la foudre. Et quand il s'est fait tuer, il y a eu un moment où la tolérance zéro. C'est-à-dire que notre mode de vie était basé sur quand même la société principale dans l'univers de Solsran. Sauf qu'à un moment, on a même remis ça en cause quand on a vu qu'il il y a des sectes qui se promènent librement dans les rues et qui, en plus de ça, se permettent d'essayer de massacrer les enfants, la nouvelle génération, et on ne l'avait pas supporté. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que on a complètement pété les plombs. Ça a été un massacre. Je dis on parce que à ce moment-là, mon personnage, le personnage d'Arina dont j'ai déjà parlé dans les dans les PJMJ que j'ai, oui c'est ça, les PJMJ que j'ai créés, c'est mon personnage le plus accompli, Arina. Ben, tous nos personnages ont pété un câble et on a décidé d'aller chercher les gars jusqu'au fond de leur trou perdu, on les a tous massacrés. Et euh, ça a failli nous coûter notre licence en tant qu'aventurier. Voilà. Donc c'était tout pour les personnages que j'ai aimé interpréter. Darius, je n'ai pas aimé l'interpréter. C'est un personnage qui était en arrière-plan et que les joueurs voyaient ce personnage-là, mais sans jamais savoir qui c'était. Et du coup, c'est un petit peu ce soldat dont tu connais le nom, c'est le Jimmy. C'est le Jimmy du groupe qui finalement a fait ce qu'il avait à faire jusqu'au bout. Et même dans ces derniers moments, parce qu'il y a des gens qui ont été témoins de ces derniers moments, jusqu'au bout, il est resté fort et il est resté digne. Et c'est ce genre de personnage-là, je l'ai pas fait dans le but qu'il meure, évidemment, mais c'est juste que les choses sont arrivées comme ça. C'était un ensemble en fonction de ce qu'on faisait les deux jours après les 2 ans et demi étaient déterminants sur ce qui allait se passer dans la guilde. Et du coup, il s'est passé ça, donc on a trop traîné et il s'est passé des catastrophes. Parce que la première génération et une partie de la deuxième étaient partis en pèlerinage pour s'entraîner ou autre.
Voilà. Donc, désolé si je vous ai embêté avec ça. Enfin, en tout cas, moi, je pense pas que ça va m'embêter de parler que je parle des personnages. Donc, les PNJ, pour moi, c'est, vous l'avez sûrement remarqué, c'est une facette que je trouve très, très intéressante dans le JDR, surtout les interpréter. C'est peut-être pour ça que je trouve que la casquette qui me va le mieux, c'est peut-être celle du MJ. C'est clair qu'il y a des choses à régler, comme par exemple l'intonation, ou parfois il y a des petites faiblesses. Je me dis, je devrais parler à la première personne et je ne le fais pas, ce genre de choses. Et au fur et à mesure de ce qu'on me dit, j'apprends à naviguer. Je suis ce qu'on appelle le perfectionniste productif. Donc j'entends m'améliorer à chaque fois. Bon, donc c'était Gingy pour Gingy d'ailleurs. Si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Bon, vous avez la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Probablement qu'il y en a d'autres qui vont suivre. La prochaine fois, je vais parler de ce que de mes autres joueurs a apprécié. Bien sûr, je ne vais pas parler de Face parce qu'on en a déjà traité. Mais vu que j'ai discuté assez avec mes joueurs, je sais qu'ils ont apprécié et pourquoi, et je vous en ferai part pour le prochain JDR. Portez-vous bien, à la prochaine fois, et surtout, jouez bien. Salut.